Bonjour. Vous vous souvenez, il y a un an, on pouvait aller au cinéma, on pouvait aller voir une pièce de théâtre, même aller à un concert. Tout ça, ça nous semble un petit peu loin parce que depuis un an, l'industrie culturelle est en pause. Et donc, toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Eric et avec notre invitée, Nathalie Bérébi, qui est productrice de spectacles vivants ici à Londres et plus largement au Royaume-Uni. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Eric. Salut Léla. Effectivement, c'est long. Hein. J'allais dire ça a été long, mais c'est long pour tout le monde. C'est long pour nous qui sommes des consommateurs de spectacles et de spectacles vivants par conséquent. Et c'est surtout long pour vous qui en êtes une organisatrice. Nathalie, on va parler avec vous de ça pendant une demi-heure avec une émission un petit peu particulière dans la mesure où on s'était rencontrés pour une autre émission il y a exactement 3 mois, quasiment jour pour jour. Vous nous aviez dit des choses, donc on va essayer tout au long de cette émission de voir ce qui a évolué par rapport à ce fameux 2 décembre 2020 où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Donc on va en quelque sorte agrémenter cette émission de phrases que vous aviez prononcées à ce moment-là, il y a quelques mois. Le spectacle vivant et notamment le milieu du théâtre en Angleterre et notamment à Londres, c'est un énorme marché, une énorme industrie. Et qu'effectivement, eux, ce qui les intéresse, c'est la passerelle entre Londres et Broadway. Ils sont plutôt, effectivement, ils regardent plutôt vers les États-Unis que vers l'Europe. Mais Londres reste quand même une ville ultra internationale avec une diversité de population. Et moi, ce que je trouvais génial, justement, à Londres, c'est de pouvoir avoir cette offre culturelle diverse, des cultures complètement différentes, européennes, non européennes. Et aujourd'hui, ça va être compliqué. Voilà, oui. Ça va être compliqué. Donc, je vous pose la question qui vient, que Léla aurait dû vous poser, mais elle a eu un problème technique d'oreillette. Vous voyez, on ne se cache rien dans cette émission. Je vais donc la suppléer très provisoirement. Aujourd'hui, vous vous plaignez donc du fait que la diversité culturelle du spectacle vivant avait disparu. 3 mois plus tard, vous en êtes où, Nathalie, sur ce même sujet? Alors, pas grand-chose n'a pas vraiment changé puisque le Brexit aujourd'hui a eu lieu. Donc, ce qui veut dire une restriction dans les échanges entre l'Europe et l'Angleterre. Il n'y a plus de libre circulation entre les Européens et l'Angleterre, donc les artistes vont moins circuler. Ou alors quand ils vont vouloir circuler, ça va être effectivement à leur charge des déclarations administratives, des démarches à faire auprès de l'administration anglaise, un coût parce qu'il faudra payer un visa de travail, des taxes qui vont pouvoir être appliquées sur, par exemple, quand on fait un show, moi, mes artistes, souvent, du live, ils viennent de Paris avec des éléments de leur décor parce que ça les réconforte. Donc, quid de ce mouvement de marchandises, je pense qu'on va faire l'objet aussi de taxes. Donc oui, il va y avoir une vraie restriction entre une vraie limitation d'échange entre l'Europe et le Royaume-Uni, hein, c'est sûr. Et surtout, en fait, au détriment des petites compagnies, de ce qu'on appelle des artistes émergents qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui commencent à peine à émerger sur la scène et qui vont avoir, qui vont pas avoir une structure administrative derrière pour pouvoir gérer et les démarches et de pouvoir assumer tous ces coûts pour pouvoir voyager. Donc ça va être compliqué, ouais. Pour les petits artistes émergents, oui. Et pour les petites compagnies comme nous, par exemple, c'est beaucoup de travail et des coûts supplémentaires. Je suis pas sûre qu'on soit tous motivés pour pouvoir rentrer dans tout ce nouveau monde, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement tous ces coûts supplémentaires pourraient être peut-être amortis sur des tickets d'entrée pour les spectateurs, par exemple? Oui, ça pourrait être amorti, mais enfin, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le spectacle vivant en Angleterre. Moi, ma niche, ma spécificité, c'est de toucher les publics qui sont intéressés par la culture francophone, les auteurs vivants français ou francophones.
Et c'est vrai qu'on a un public mixte, on a un public anglais, on a un public aussi français, francophone. Et le prix du billet, en tout cas auprès du public francophone, est important. Donc ouais, ils font attention. Enfin, il faut faire attention, pas que ça soit trop cher. Non, mais je vous posais cette question-là parce que c'est aussi, quand on va parler aussi de l'impact de la Covid, c'était pour savoir si, est-ce que toute cette situation-là va pas faire une espèce de culture à deux vitesses, ceux qui vont pouvoir se permettre d'aller voir certaines choses parce que les prix auront augmenté, mais qu'ils auront les moyens d'y accéder, puis d'autres qui pourront peut-être moins y accéder, tout comme les jeunes artistes auraient du mal à se produire et comme les gros artistes oui. à se produire. Ouais. Ah bah, il y aura effectivement, il y aura probablement une augmentation du prix d'entrée, du prix du spectacle, et on va avoir arrivé toujours les mêmes, quoi, les gros, les artistes qui sont déjà bien établis, qui sont hyper connus, qui ont des grosses machines derrière eux pour pouvoir gérer tout ça, donc toutes ces démarches administratives, ces histoires de visa, tous les coûts supplémentaires, alors que les artistes émergents, ceux qui viennent d'arriver sur la scène, bah, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se vendre au Royaume-Uni, ça c'est sûr. Alors Nathalie, dans les jours, les semaines, malheureusement peut-être les mois qui viennent, va y avoir deux aspects pour vous aider à rebondir. Cette émission s'appelle Rebond et on voit comment les gens envisagent de rebondir. Il y a deux aspects. C'est l'appel au public, la sensibilisation du public par rapport à votre cause. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi à vous de rebondir en imaginant des choses nouvelles, en créant des choses nouvelles. Et vous avez créé quelque chose. Vous n'êtes pas resté, comme on dit en français, les deux pieds dans le même sabot. Non, pas vraiment. Non, parce qu'en fait, on a senti que pendant cette période, le public, effectivement, était en attente, on avait besoin de garder ce contact entre nous. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la culture, c'est ce qui nous rend plus humains, c'est ce qui nous permet justement de nous réhumaniser, de recontacter, de se reconnecter l'un à l'autre. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible, ça dure, c'est trop long, c'est pas possible, c'est inimaginable. On ne peut pas couper les gens de la culture sur un an. Donc, en fait, on a monté deux projets. Un projet qu'on a fait pendant la période de Noël, qui s'appelait For Your Ears Only, où en fait, donc moi, je gère une compagnie de théâtre avec des acteurs. J'ai demandé à mes acteurs de prendre sur eux et de téléphoner à des gens qui se sentaient isolés et de lire des textes au téléphone, des textes de littérature, de poésie, des textes de théâtre sur le thème de l'amour. Et donc on a fait une sorte de plateforme où les gens pouvaient s'inscrire et ils recevaient comme ça un coup de téléphone d'un acteur au creux de l'oreille et l'acteur lui murmurait des textes de littérature et ça a été formidable. Ça a été une expérience formidable parce qu'on a eu un retour, les gens étaient tellement contents, tellement heureux de pouvoir parler, de pouvoir écouter, de se reconnecter avec un peu de culture, un peu d'art. Et les acteurs aussi, c'était double bill, hein, les acteurs étaient aussi hyper contents de pouvoir travailler, de pouvoir parler au public. Donc ça a été une expérience très très riche, formidable, on a eu des super retours. Du coup, on s'est dit, bon, on va continuer là-dessus. Donc, en fait, cette pandémie, quelque part, elle nous a permis de pousser notre créativité, d'essayer de trouver, de se réinventer sur d'autres supports. Donc, il y a eu le support du téléphone et après, on s'est dit, écoute, on va prendre le support du digital et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en Zoom. Et donc, on a eu cette idée d'organiser un live, ce qu'on appelle un live play, une sorte de petite piécette sur un petit format, parce qu'on s'est rendu compte qu'après une demi-heure, le public, il commençait un petit peu à décrocher, parce que c'est vrai que pendant toute cette pandémie, on passe notre temps sur des écrans. Donc, on a dit, on va faire un petit format de pièce sur 30 minutes. On va le faire en live, parce que c'est très important pour nous. On voulait vraiment que ça reste du live, qu'on ait cette sensibilité, qu'on touche un petit peu encore à ce qu'on appelle du live et de proposer ça à notre audience, au public qui a l'habitude de venir voir nos spectacles et ça a super bien marché. On est super contente. Justement, c'est la question que j'allais vous poser parce que
Vous disiez que les gens passent leur journée devant des écrans parce qu'ils travaillent de la maison ou ils aident les enfants à faire leurs devoirs. Alors, comment on fait pour continuer à les attirer? Parce que, bon, la culture, le spectacle vivant, à la base, c'est d'être dans une salle, de voir quelque chose, de sortir de son chez-soi pour pouvoir se cultiver, aller à la rencontre de l'autre. Alors que là, on a un écran quelque part. Alors, des pièces de théâtre, enfin voilà, il y a pas de souci, mais il y a toujours cet écran-là. Donc, comment on fait, parce que vous me dites que les gens étaient enthousiastes, mais comment on fait pour les accrocher comme ça? Alors justement, effectivement, ça ne remplacera jamais le live, ça, on est bien d'accord, et on a tous qu'une envie, c'est de repartir dans des salles de théâtre, des salles de cinéma, vivre ce qu'on appelle le live, cette communion qui arrive un soir avec un public et des artistes. Alors là, effectivement, à travers un écran, c'était compliqué, mais on a ce qui nous permet de travailler un peu le live, c'est par exemple le chat. Donc on a mis en place une sorte de chat où les gens pouvaient intervenir tout au long de la représentation. Juste après la représentation, on a organisé une sorte de post-talk show où les acteurs et l'audience pouvaient se voir et parler et échanger. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on essaye de rétablir ce lien avec le public en étant live. Mais, voilà, on essaie de ne pas couper cette conversation et tout au long de la pièce et juste après la pièce. Nathalie, vous avez employé tout à l'heure un mot qui est dans l'air du temps, hein, qu'on emploie beaucoup, qui est le mot se réinventer. Bon, personnellement, je trouve que c'est un mot un petit peu fort, mais en l'occurrence, pour ce qui vous concerne, c'était presque créer de nouveaux métiers. Vous avez raconté ce que vous demandiez à vos acteurs. Vous leur avez demandé quelque chose qui était, me semble-t-il, de l'extérieur, assez nouveau pour eux. Donc, c'est vraiment la création de nouveaux métiers pour essayer de se sortir d'une situation, non? Alors, je dirais pas des nouveaux métiers parce que un acteur qui parle au téléphone, ça fait partie de son métier aussi, de pouvoir de raconter une histoire. Alors, c'est un autre médium. Oui, un acteur qui parle au téléphone, oui. Mais un acteur qui fait la démarche d'aller appeler quelqu'un, là, c'est quelque chose d'assez différent. Il entre dans une démarche qui est presque une démarche commerciale, qui est un petit peu différente. Oui, effectivement. Donc c'était gratuit en fait. Pendant ces opérations ont été gratuites. Donc ça a été une vraie démarche, on va dire citoyenne aussi quelque part, de la part de nos acteurs et de la part du public. C'était vraiment une envie de garder un lien qui était palpable. Et c'est vrai qu'il est palpable au téléphone parce qu'il y a une voix, il y a quelque chose de particulier quand on c'est du vrai live, il y a un rapport, il y a un contact. Et tout ce qu'on fait, il y a toujours eu tout ce qu'on fait, c'est-à-dire une lecture au téléphone ou un live replay, on essaye toujours de garder ce contact avec le public en organisant soit une conversation. Donc souvent les acteurs nous ont dit après avoir appelé une vieille dame ou un vieux monsieur, ils sont restés plus de 10 minutes au téléphone à parler après d'autres choses. Voilà. Donc effectivement pour eux c'était nouveau parce que sur une scène de théâtre il y a des applaudissements, voilà, et après tout le monde rentre chez soi. Là il y a eu un prolongement à la performance, on va dire. Il y a eu un after. Non, mais on revient à la base de ce qu'est la culture, c'est-à-dire créer du lien social, créer du lien. Et c'est pour ça que je vous posais la question des écrans et que je pense que Eric vous posait la question aussi du métier d'acteur, comment il devient. Mais justement, alors on va aller chercher où ces idées? Alors on se réinvente, comme disait Eric. On va aller chercher où? Est-ce qu'on va prendre un petit peu à gauche, à droite, ou est-ce que soi-même on fait preuve de créativité vu qu'on est dans un métier d'art et de créativité? Bah, c'est le propre de l'artiste, c'est d'essayer toujours d'aller de pousser les limites, de toujours pousser ses limites. Donc là, effectivement, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Là, c'était une crise mondiale. Donc, qu'est-ce que font les acteurs du spectacle vivant en France, en Angleterre? Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passaient sur. De toute façon, c'était la seule porte de sortie, c'était le digital. C'est d'avoir une présence online. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu ces idées et qu'on a dit voilà, nous on va faire notre propre sauce et proposer un spectacle un peu inédit. Parce qu'en fait nous ce qu'on propose souvent c'est quand même notre force, c'est de proposer des auteurs francophones. Nathalie, je voudrais qu'on revienne sur le live Zoom Play. Parce que
outre le fait que c'est quelque chose de nouveau, c'est également, et ça a peut-être une importance qui par la suite va jouer un rôle, c'est un nouveau format. Absolument. Et est-ce que c'est un format que dans votre tête, vous testez, ou est-ce que c'est un format qui est uniquement là pour gérer la période actuelle que vous traversez? Alors au début, c'était quand on a réfléchi à ce format, c'était effectivement pour combler ce vide et d'essayer d'être présent pendant cette période de pandémie avant que les théâtres réouvrent. Et en fait, on s'est aperçu que c'est un format effectivement qui est pas idéal parce que c'est pas du live, c'est pas la même chose que d'être dans une salle de spectacle. Mais ça permet, en tout cas aujourd'hui, ce type de format à montrer qu'il y avait aussi d'autres ouvertures, notamment de toucher un public qui n'est jamais au théâtre, de toucher un public qui n'est pas spécialement géographiquement localisé en Angleterre. On a eu un public aux États-Unis, on a eu au Canada, on a eu en France, on a eu un peu partout. Et ça touche aussi un public on peut pas proposer le même type de tarif quand on propose une performance en live ou play, une performance au théâtre, évidemment, c'est pas les mêmes coûts, c'est pas la même économie. Donc, ça permet aussi d'amener un nouveau public, un public peut-être plus jeune, au théâtre. Parce que le coût est plus abordable et parce que aujourd'hui, les jeunes, tout se passe sur Internet. La culture, ils la consomment dans le digital, hein. A priori, en présentiel, comme ce nouveau mot qu'on a appris, les théâtres devraient rouvrir le 17 mai, au plus tôt. Mais est-ce que vous vous préparez déjà? Comment on rebondit à la préparation? Parce que bon, la feuille de route a été donnée il n'y a pas si longtemps que ça fait une dizaine de jours. Est-ce qu'on a peur d'y aller, de convaincre aussi les gens, surtout de retourner dans des salles fermées? Eh ben, on espère que tout le monde va revenir, que le public qui aime l'art, qui aime la culture, qui aime le théâtre, le cinéma, ils vont se jeter sur les salles de cinéma et les salles de théâtre. Ouais, on a besoin d'eux, hein, sinon il y a plus de. La survie déjà est très difficile pour tous les acteurs du spectacle vivant. Alors en plus, si le public n'est pas présent le jour où les théâtres réouvrent, ça va être une catastrophe. Maintenant, après, effectivement, c'est de l'ordre des théâtres. Est-ce que après quel type de modalités vont être mises en place pour justement rassurer ce public? Est-ce qu'on va faire de la distanciation sociale? Est-ce que on va faire ce passeport soi-disant vaccinal? On ne sait pas encore. Hein. Ça reste encore dans le choix artistique, tout ça. Nathalie, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes d'émission. Oui. Ça passe vachement vite. Et Léla vient de me fournir la transition en évoquant le fait qu'effectivement, il y a des dates qui sont maintenant fixées, des dates de réouverture, donc des dates où le public pourrait revenir. On va réécouter ce que vous nous disiez à propos du public. C'était donc il y a, je vous dis, quasiment 3 mois jour pour jour. On va écouter ce que vous disiez et on en reparle derrière. On est tous quand même très optimistes. On a toujours cet élan de création. On a envie de rassembler les foules autour de projets artistiques. Donc effectivement, il faut soutenir le spectacle. Il faut sortir. Il faut aller au théâtre. Il faut aller voir des artistes. Il faut aller écouter de la musique. C'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à soutenir le spectacle vivant. C'est un appel au public. Rien moins que ça, Nathalie. Est-ce que cet appel, il s'est intensifié au cours des 3 derniers mois? J'imagine qu'il est évidemment toujours d'actualité. Ah oui, toujours d'actualité. Il s'est intensifié et les gens, enfin, en tout cas, nous, les personnes autour de nous, tout le monde attend avec impatience la réouverture des lieux culturels, hein, ça c'est sûr. Mais c'est ce qui nous rend la culture. C'est pour ça que c'est terrible d'entendre que la culture c'est non essentiel. Pour moi, c'est terrible d'entendre ça parce que c'est ce qui nous rend plus humains, c'est ce qui nous permet de nous reconnecter avec notre humanité et on en a d'autant plus besoin après toute cette crise que l'on vient de vivre. On a besoin d'aller écouter d'autres histoires, on a besoin d'aller partager des choses, d'aller se communier avec les citoyens, avec notre humanité, quoi. C'est fondamental. Donc alors, vraiment, voilà. on a parlé de l'appel au public, mais justement, vous parliez que la culture a besoin de soutien. Est-ce que le gouvernement britannique, du coup, puisque vous êtes à Londres, vous a aidé, vous a soutenu? Oui, ils ont soutenu comme ils pouvaient. Là, ils ont
ont rallongé en fait les aides financières, je crois jusqu'en septembre. Mais c'est quand même pas grand-chose. Hein. Moi, moi, j'ai beaucoup de techniciens, de comédiens qui se sont tournés vers d'autres métiers. Vous pouvez plus survivre, hein. C'est plus possible. Hein. Oui, parce qu'on pense pas à tout l'envers du décor, en fait. Ah oui, behind the scenes, tous les techniciens, les set designers, sound designers, stage managers, hein, toutes les personnes qui gravitent dans ce milieu-là. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoute, nous, voilà, on va faire un autre métier. Je suis pas sûre de les retrouver quand les théâtres vont réouvrir, quoi. Mais par exemple, ils sont allés faire quoi? Parce que par exemple, moi, j'ai un technicien qui s'est reconverti dans la programmation et qui fait aujourd'hui des sites internet, par exemple. Il y a pas mal de personnes qui sont reparties dans leur pays, hein, qui étaient pas anglais, qui étaient européens, qui sont partis dans leur pays d'origine, hein, parce que ça devenait trop difficile de rester sur Londres. On a l'impression qu'il y aura des vrais pots cassés, en fait, une fois que toute cette pandémie sera derrière nous, ou un petit peu du moins. Mais est-ce qu'elle va s'en remettre, la culture, ou elle s'en remet toujours, la culture? Oui, je pense qu'il va y avoir sûrement une sorte de résilience de la part on va s'en remettre, mais pas tout le monde. Oui. Pardon Nathalie, 2 petites questions rapides. La première, une réponse très rapide. Vous nous avez dit qu'il y avait des gens parmi les gens qui travaillaient avec vous qui avaient changé de métier. Il y en a un qui est devenu programmateur. Est-ce que dans leur esprit, ces gens-là, et je vous demanderai une réponse rapide, ces gens-là changent-ils véritablement de métier ou est-ce que ça n'est que provisoire? Pour le moment, c'est provisoire. Après, tout dépend de comment la culture va redémarrer. Mais effectivement, ils ont été un petit peu abandonnés, ils se sont sentis abandonnés. Hein. Ils se sont sentis abandonnés, donc moi j'ai plein de... Pardon Nathalie, mais ça c'est pas anodin parce que ça veut dire que quelque part, ce Brexit puis cette pandémie sont en train d'assécher d'une certaine manière une profession. C'est grave. Oui, tout à fait. C'est double peine pour le monde de la culture. Ouais. Brexit et pandémie, ça va être hyper difficile et beaucoup de nos techniciens, des personnes avec qui je travaille, se sont fait abandonner et par le Brexit et par la pandémie. Donc voilà. Donc je suis pas Deuxième sûre question, que Nathalie. Oui, allez-y. Excusez-moi. Deuxième question, Nathalie. On a choisi d'appeler avec Léla cette émission Rebond. On se dit bien ce que ça veut dire. Est-ce que, selon vous, il est trop tôt pour parler de rebond, pour utiliser ce mot aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tôt? Oui, je pense c'est encore trop tôt, oui. Ouais. Donc on s'est bourré. Non, il va y avoir un rebond. Je veux dire, ça fait partie du mouvement de la vie. Je veux dire, on peut pas être au plus bas là en ce moment. Donc il y a un moment, on va rebondir, mais ça va prendre du temps. Il va y avoir des plaies à penser, je pense, dans le monde de la culture, c'est sûr. Mais du temps pour vous, est-ce que ça se quantifie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, l'année prochaine, déjà, vous pourrez souffler ou est-ce que ça va prendre des années? Ça va prendre, non, j'espère pas des années, mais en tout cas, par exemple, dans le milieu du théâtre ou dans le spectacle vivant, on parle de 2022, on parle même pas de 2021. 2022, hein. Pour essayer de rebondir. Le rebond, on le voit en 2022, on le voit pas en 2000, en tout cas, on le voit pas en 2021. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, on ne pourra pas aller dans les festivals cet été à Londres. Si, sûrement, dans les festivals, mais je parlais en termes de rebond, c'est-à-dire, une production de spectacles, des artistes qui reviennent sur le devant de la scène. Même moi, dans mon activité, je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que je vais... alors, je crée des spectacles in situ à Londres, effectivement, ça va. Mais souvent, je faisais venir aussi des chanteurs de la scène parisienne. Il me faut du temps. Il va falloir du temps pour pouvoir me dire est-ce que ça vaut le coup que je vais pouvoir le faire. Ouais, donc Nathalie, vous aussi, vous imaginez un jour d'être obligée peut-être de changer de métier. Une question un petit peu plus terre à terre.
vous ne voudrez pas de la poser. Comment vous faites financièrement? Vous avez évoqué les aides tout à l'heure, qui aidaient les gens du spectacle dans cette période actuelle. Nathalie Bérébi, elle vit comment en termes de pourcentage d'argent qu'elle gagne par rapport à ce qu'elle gagnait avant? Ah, oulala. Écoutez, beaucoup moins. C'est pas très précis. Non, mais parce que ce que veut dire Eric, je pense que c'est parce que ça vous affecte aussi personnellement sur ce plan financier et professionnel de reconversion, où tu te dis, je perds aussi quand même, je sais pas, 50% de mon revenu. Du coup, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je continue dans cette voie-là, tout simplement? Oui, alors oui, absolument. Ah oui, oui, effectivement, j'ai dû perdre au moins 50% de mon revenu, surtout que le Pâques dernier, je devais faire Mathieu Chédid à l'O2 Brixton. Donc, c'était une grosse salle avec une grosse source de revenus, et c'est un concert qui n'aura pas lieu de toute façon. Donc, j'ai perdu, 50% de mes revenus, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, je vis en couple, j'ai un mari qui travaille, donc voilà, on s'en sort comme ça. Mais si c'était juste moi, oui, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté, j'aurais fait un autre métier. J'aurais pas pu survivre. Est-ce que vous pensez, Nathalie, est-ce que vous pensez qu'une fois que tout ça sera terminé, donc pour vous c'est un horizon 2022 l'an prochain, est-ce que vous pensez que le coût des accès au spectacle redeviendra ce qu'il a été, ou est-ce que ça restera en dessous de ce que ça a été? Bref, qu'on ne retrouvera plus jamais la période dorée du spectacle. Je ne pense pas. Je pense que ça reviendra. Londres reste quand même une place très attractive, en tout cas pour le spectacle vivant. Et que même si on faisait partie de l'Europe, le noyau, vraiment le cœur de la guerre du spectacle vivant en Angleterre, c'est cette passerelle entre Londres et les États-Unis. Donc il y a toujours eu un énorme échange entre les spectacles américains et les spectacles anglais. Et ça, c'est ce qui fournit de l'argent au West End et à toute cette économie du spectacle vivant en Angleterre. Donc, je ne pense pas que sur les gros spectacles, ça va faire il y aura un changement. C'est ce que j'ai dit, c'est sur tous ces petits spectacles, ces nouveaux artistes émergents. Effectivement, je pense qu'on en verra moins, ça c'est sûr. Mais les grosses têtes d'affiche, les gros spectacles sont toujours là, il n'y a pas de souci. Alors, on parlait de cet horizon 2022. Alors, pour vous, productrice de spectacles vivants, ça va consister en quoi? C'est-à-dire que 2021, vous travaillez déjà sur des projets pour 2022? Parce que là, il y a colmater les brèches pour l'instant. Voilà. Et qu'est-ce qu'imagine Nathalie Bérébi pour 2022, pour elle, ce qu'elle a à produire? Écoutez, voilà, nous, en 2022, on a une très, très on a racheté les droits d'une comédie d'un auteur français, Jean Poiret. Voilà, je peux vous le dire. Qu'on est en train d'adapter, traduire en anglais, et donc tout est prêt. Voilà, on a travaillé on a beaucoup travaillé pendant toute cette année où les théâtres étaient fermés sur ce projet. Et dès que les théâtres ouvrent, on espère, pouvoir le proposer dans un théâtre. C'est la Cage aux Folles? Non, c'est pas la Cage aux Folles. C'est une comédie grand public. C'est une comédie grand public. C'est mon premier grand projet en spectacle vivant, théâtre. Et donc, c'est effectivement, on a même demandé donc aux ayants droit de Jean Poiret de rallonger les droits, puisque quand on achète des droits, on rachète les droits pour une période limitée, mais à cause de cette pandémie, on a dû donc rallonger. Et donc, on espère, dès que les théâtres sont ouverts, pouvoir proposer cette pièce à tout notre public. En tout cas, ça montre à quel point vous vous accrochez. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez inquiète légitimement, mais que vous vous accrochez, que vous continuez personnellement et professionnellement. Oui, non, moi je m'accroche et je suis très contente aussi, même s'il y a Brexit, d'être à Londres, parce que Londres vraiment c'est une plateforme, en tout cas pour le spectacle vivant, d'une richesse et d'une richesse qui est unique, quoi. Les théâtres sont très ouverts, en tout cas dans le milieu de la culture, tout le monde est et donc on est tous solidaires les uns les autres, et je pense que dès que les théâtres vont réouvrir, ça va être on va être heureux de se retrouver du coup, et donc ils vont être assez ouverts à des nouveaux projets et ils vont nous soutenir, je suis sûre.
Voilà, ça fait 30 minutes et 32 secondes qu'on est ensemble. Voilà. On a déjà débordé. Nathalie, moi, je retiens deux choses. Une phrase de vous. La culture permet de se reconnecter avec l'humanité. C'est un vrai programme. Il y a du boulot, donc. Oui. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, je l'avais déjà dit la semaine dernière, sauf que je m'étais gouré, c'est que la semaine prochaine, on parlera coiffure. Avec Margot Kra. Je vais quand même demander à Léla de confirmer qu'on parlera bien coiffure la semaine prochaine. Merci en tout cas, Nathalie. Moi, je vous quitte. Merci d'avoir été avec nous et bon courage surtout. Je pense que c'est tout ça qu'il faut vous dire. Léla, je vous laisse conclure. Oui, merci Nathalie d'avoir partagé votre vision et vos rebonds. Et effectivement, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Et effectivement, pour parler coiffure, je sais que j'en aurais besoin. Avec Margot Kra qui a ouvert son deuxième salon, elle, en pleine pandémie. Donc, elle va nous expliquer comment elle a fait ça. Donc, à la semaine prochaine. Merci. Merci.